Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Bon, aujourd'hui, j'ai pas monté, ça va être plus light. Ah là là là. Moi aujourd'hui je suis content parce que j'ai fait une découverte et une découverte très malaisante. En fait je me suis rendu compte qu'on m'entendait pas dans les podcasts Ah, si, on t'entend, mais il y a des moments où on t'entend un peu moins. et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, comme je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et qui vit le moment, en fait quand je parle je fais pas attention qu'il y a un micro en fait devant moi et je tourne la tête. Et donc du coup je parle et je tourne la tête. Et quand vous m'entendez pas, c'est que je suis habité par le sujet et que je tourne la tête quand je parle. Donc désolé, j'ai trouvé un autre moyen. J'ai scotché le micro à ma tête. Et là vous m'entendrez. Yes, parfait. C'était important de faire cette précision-là. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien assis sur vos chaises. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet, monsieur Mathieu. Ouais, yes. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial. Je pense même qu'on va faire une série d'épisodes spéciaux. Ça va être une autre série à côté du podcast Le Meeting. On veut en fait vous parler un peu plus en détail de notre parcours dans la levée de fonds. C'était ça. En détail de d'où c'est venu, ce qu'on a fait pour en arriver là où on en est aujourd'hui, ce qu'on va faire pour arriver à nos futurs objectifs et voilà, faire un espèce de comme on appelle dans le jargon un building public. Donc que vous soyez au fait de étape par étape de notre recherche de fonds pour développer notre projet et après derrière le suivi des différents objectifs suite à cette levée de fonds. Mais déjà dans un premier temps, une série d'épisodes spéciales qui va parler de notre parcours mois par mois, de notre avancée vers notre levée de fonds. Yes. Et donc du coup, pour bien introduire ce sujet, on va faire un petit flashback de notre parcours sur Toltec et donc revenir un peu sur le passé pour que vous compreniez mieux le présent. Waouh. Ouais, je sais. Oh, ça va. C'est le micro, je te jure. C'était Farah. Excellent. Encore une fois, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, merci à tous ceux qui écoutent le podcast. Merci pour les retours. Franchement, ça fait plaisir. Nous, on y va en roue libre. Franchement, on ne prend pas la tête. Le plus gros investissement, ça a été d'acheter le matos. C'est clair. Et sinon, c'est dans notre planning, dans nos réunions. Encore ce matin, on était en voiture, on a eu une super discussion. Et je me disais, dommage qu'on n'ait pas les micros pour enregistrer ça. C'est clair. Et donc, pour nous, c'est un plaisir. Et d'avoir des retours comme cela, ça booste, ça donne envie. Et donc, merci pour ça. Merci. Let's go, c'est parti. Quand a commencé l'aventure Toltec? L'aventure Toltec. Non, l'aventure, ça fait longtemps. Ouais. Quand a commencé réellement Toltec? Toltec a réellement commencé, on va dire, à partir du moment où on a pris la décision que pour développer le projet, il fallait qu'on passe par une levée de fonds. Yes. Donc, courant août 2022, quand on a validé le projet, l'idée, le concept, le marché, et qu'on s'est dit qu'on s'est rendu compte qu'on allait avoir besoin de fonds pour ça. Au préalable, moi, peut-être 6 mois, 1 an auparavant, je voyais un peu d'un mauvais œil la levée de fonds. J'étais, comme on appelle encore une fois dans le jargon, plutôt un bootstrapper, tu vois, quelqu'un qui monte une boîte de zéro, qui fait du chiffre d'affaires sans forcément lever des fonds, sans forcément faire des prêts. J'étais plutôt accoutumé à ce type de projet. J'avais un peu l'impression que l'univers de la start-up, c'était des personnes qui lèvent des fonds, qui crament de l'argent et derrière sans forcément beaucoup de résultats ou qui sont jamais rentables. Mais voilà, une fois que tu retires tes œillères et que tu regardes vraiment le monde de la start-up, tu te rends compte que ça crée de beaux projets, de grands projets et que finalement tout le monde peut y passer. S'il a un projet qui a vraiment besoin de fonds pour pouvoir atteindre l'objectif souhaité, en fait c'est un levier extraordinaire. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, courant août, on s'est dit de manière assez logique en soi. Attends, on a des coûts, comme tout le monde. On a des ressources, comme tout le monde. Ouais. Et pour pouvoir avoir l'impact qu'on veut, il va falloir qu'on ait une autre source de revenus. Ou du moins une autre ressource plutôt, je vais dire. C'est ça. Et on s'est dit, tiens, il faut qu'on lève des fonds. Donc, comme toute personne qui veut faire quelque chose, on a regardé ce qui se faisait. Ouais. Et on a eu l'opportunité, après des discussions, des recherches et autres,
de faire marcher notre réseau. Bah oui, exactement. Et donc, du coup, tu as pensé à des personnes que tu connaissais. Exactement. Donc, par rapport à mon ancienne activité, j'avais l'occasion de bosser avec une boîte qui forme des entrepreneurs, des start-upers à lever des fonds. Et donc, logiquement, je les ai contactés parce que, le domaine et le monde de la start-up et de la levée de fonds, bah, c'est encore un nouvel écosystème. Je dirais même que c'est un écosystème parallèle à l'entrepreneuriat. Parce que c'est un jargon, c'est un univers, c'est des concepts totalement différents. Si tu es un bootstrapper qui monte une boîte de A à Z, même si elle fait 100 millions, par moment, tu vas t'y retrouver. Mais si tu ne passes pas par une levée de fonds, tu vas avoir un leveur de fonds, mais il te parle chinois, quoi. C'est ça. Rien du tout. C'est ça, tu comprends rien au sujet. Et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Et ça soulève un sujet important. Aujourd'hui, ne pensez pas, et c'est un conseil que je donne de ma propre personne, hein, donc vous en faites ce que vous voudrez, entre guillemets, mais ne pensez pas que lever des fonds, c'est un exercice comme un autre d'entrepreneur. Ah ouais. C'est toute une préparation, c'est tout un sujet. Et si on ne le sait pas, et il y a de fortes chances qu'on ne le sache pas, on se heurte à un mur et on ne comprend pas forcément, quoi. C'est clair. Ouais, exactement. Et donc, suite à toutes ces recherches-là, on s'est dit qu'il faut qu'on soit accompagné, il faut qu'on ait la bonne formation, qu'on ait les reins solides. Comme je dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, autant se préparer au maximum avant de se prendre le mur. En fait, tu finis toujours par te prendre un mur, qu'il soit grand ou non. Donc, on a fait appel à cette boîte-là et on a commencé à suivre les différentes formations pour savoir quel type de boîte était susceptible de lever des fonds, dans quel type de projet, connaître les différents écosystèmes, la deep tech, la fintech, proptech, et j'en passe et des meilleurs. Ouais, tout en tech. Tout en tech. Il faut qu'il y ait tech dedans, sinon c'est mort, les gars. Donc, investissez dans la tech, les gars. Message subliminal. La food tech. La tech. Déjà reçu Tu manges des nanorobots. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Déjà, tu lui mets un croc dans ton sandwich, il y a un boulon et tout. Non, ouais, voilà. Donc, tu nous as familiarisé à tout cet écosystème. Il nous a apporté également tous les aspects. Déjà, pour pouvoir démarrer une levée de fonds, il faut préparer un pitch deck. Déjà. Non, avant ça, l'étude de marché. C'est ça. Savoir définir son marché, définir ses bornes, ses limites, le potentiel en termes financiers auquel ça représente, et surtout savoir suffisamment le mettre en avant pour montrer à un investisseur qu'il y a une opportunité à saisir sur ce marché. Yes. Première étape, étude de marché. Étude de marché. Okay. Une fois que, on avait déjà pas mal en amont réfléchi à ça, donc sur les 8 premiers mois de l'année, surtout les 8 premiers mois de l'année 2022, avant qu'on prenne la décision de lever les fonds. Donc, ça a été un exercice plutôt simple. Après, c'est juste le côté financier qu'on a dû ajouter donc, pour déterminer en termes d'euros ce que le marché représentait. C'est clair. Et donc ensuite, l'établissement du pitch deck. Un exercice pas si simple, hein. Ouais, particulier aussi. Hein. Il faut faire des templates. Mathieu rigole parce qu'il sait mon affection pour les templates. Moi, c'est noir et blanc. Moi, j'écris sur une page blanche et puis on s'en parle plus. Voilà. Farah, c'est la trame. Moi, c'est le design. C'est ça. Ouais, donc l'établissement de ce pitch deck-là, moi qui étais familiarisé à la création de propositions de valeur, de PDF de ce type-là pour présenter différents business, la création d'un pitch deck, c'est totalement différent. La façon dont tu vas amener le marché, la façon dont tu vas amener la valorisation, donc tu vas mettre en avant la problématique, donc tu vas mettre en avant ta mission, ta vision. C'est un tout nouvel exercice, une toute nouvelle façon de penser. Et en fait, ça va être se mettre à la position de l'investisseur. Comment il va... déjà, qu'est-ce qu'il a l'habitude de voir qu'est-ce qu'il a l'habitude de... Quels sont les points sur lesquels il a l'habitude d'insister pour savoir si le document il va être pertinent ou non. Ouais. Et derrière, savoir suffisamment mettre en avant ta problématique et ta solution en face pour que le document lui soit pertinent, pour que derrière on passe à l'étape d'après qui est le rendez-vous physique, quoi.
C'est clair, c'est clair. En fait, cet événement-là, du coup, il a eu lieu, enfin, il a commencé en septembre. Donc, en septembre, on a commencé à travailler sur ce pitch deck-là. Ouais. Donc, en essayant d'allier toutes les informations, de les mettre noir sur blanc, sur écrit, de présenter quelque chose de présentable tout simplement. Ouais. Le but, c'était de présenter quelque chose qu'on pourrait pitcher. Parce que pitcher, comme son nom l'indique, c'est faire un discours. Hein. Ouais. C'est faire un discours, c'est un pitch. C'est ça. Pas de bêtises. Ah bah oui, c'est Pitch deck. Pitch deck, j'espère que c'est la bonne orthographe. Sinon, ça veut dire un autre truc en fait. Non, je plaisante. Donc en gros, on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir pitcher. Et ça prend du temps. Ah ouais, non, clairement. Et surtout, en fait, il y avait aussi ce truc de... en tout cas, de mon côté, tu sais, de désapprendre à créer un document pour apprendre de le faire d'une autre manière. C'est ça. Donc, il nous avait fourni également une template avec, sur la première page, je parlais de ça, deuxième page, ceci, donc l'exécutif summary, l'équipe, le board consultatif, la mission, la problématique, etc. Mais même malgré ça, mes anciennes habitudes, elles revenaient souvent. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, il y a eu plusieurs versions de ce pitch deck-là, plusieurs redéfinitions aussi du marché, jusqu'à arriver à la version finale. Et ça nous a pris 3 mois. Ouais, ça nous a pris 3 bons mois. Ouais. 3 bons mois. Et c'est pas 3 bons mois où on taffe un jour dessus par semaine. Hein. On était 3 bons mois full. Ouais. Full. Bon, il y avait plein d'autres aspects sur lesquels on bien sûr en parallèle. Bien sûr. Mais voilà, 3 bons mois à travailler dessus d'arrache-pied pour sortir le bon document, le bon truc. Donc voilà, après, je sais pas si c'est long ou pas, mais en tout cas, nous, c'est le temps qu'il nous a fallu pour sortir un document potable dont on est fier, dont nos formateurs pensent qu'il est suffisamment finalisé pour être présenté. C'est ça. Donc voilà. D'ailleurs, dites-nous, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Si voilà, vous êtes aussi dans cette phase-là, si vous commencez, vous avez déjà levé des fonds, il y a combien de temps, par exemple, ça vous a pris pour définir, pour finaliser votre pitch deck? Je trouve ça intéressant. Moi, je pense aussi. Je pense aussi pour voir si on était bon ou si on était nul. Non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, selon les projets, je pense que ça doit aussi différer, être différent en tout cas. Exactement. Et par rapport aussi au profil, tu vois. C'est ça. On est totalement novice. On part de zéro. C'est ça. On a des bases entrepreneuriales, mais pas de base dans le monde de la levée de fonds. Je connais pas d'entrepreneurs qui ont déjà levé des fonds. Pareil, tout ça. Pareil. Donc, pas dans notre réseau direct, en tout cas, si ce n'est des vidéos ou des entrepreneurs dont on entend parler. Ouais. Mais sinon, effectivement, en direct, comme ça, dans mon entourage, moi, en tout cas, j'avais personne qui avait levé des fonds. Ouais, moi non plus. Donc, une fois ce travail laborieux fait, le but, c'est de le tester. Il faut pitcher. Il faut parler à des potentiels investisseurs. Et même avant ça, il faut déjà s'entraîner à pitcher. Après, avant le pitch, il y avait le business plan. Donc, oui, il y a j'ai raté j'ai sauté une étape ultra importante. C'est vrai que le pitch, c'est la période la plus tendue, la plus intéressante. Ah, c'est clair. Attends. Non, le business, le prévisionnel aussi, c'est... J'avoue, là, c'est compliqué. Hein. Le prévisionnel, j'en connais un qui s'arrachait la tête et les cheveux. Non, attends, mais pourquoi je m'arrache les cheveux? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu de prévisionnel de ma vie. Bon, je l'avais fait dans ma boîte, tout ça, etc. Mais un prévisionnel, je sais du mal, mais je sens qu'on va m'attaquer. Non. Mais je l'ai par balle, comme. Le pitch deck, le prévisionnel, je l'avais jamais fait. Donc, j'ai pris le template de Star Founders. Donc, Star Founders, c'est la boîte qui nous accompagne, entre parenthèses, je ne peux pas citer. Donc, j'ai pris leur template. Et donc, j'ai essayé d'adapter par rapport à notre business model, par rapport à notre projet, tout ça, etc. J'ai regardé également je suis accompagné, hein, il me donnait 2-3 conseils et j'ai regardé également des exemples sur Internet. Et donc, avec Farah, on faisait des points réguliers jusqu'à ce que j'apprenne que dans ton MBA, Farah, tu as fait je ne sais combien de prévisionnels. Alors, là, tu me laisses galérer sur un truc. Non, mais des mois avant de me dire, mais tu sais, j'en ai fait.
à l'école des prévisionnels. En fait, non, en fait, il y a eu un quiproquo. Oh, Moi, je pensais que... c'est pas parce que tu utilises des mots. Laisse-moi me sortir de mon problème. Essaye. En fait, moi, je pensais que tu voulais le faire, du genre. Moi, je me suis dit, bon, voilà, il a pris le sujet à bras-le-corps, on se répartit les tâches sur les fonctions et tout. Je me suis dit, voilà, il veut le faire. Je sais pas, peut-être, tu vois, j'ai supposé, ce qui est pas bien, tu vois, j'ai supposé et je me suis pas posé la question réellement, en fait. J'ai même pas supposé, je me suis pas posé la question. Ouais. Je t'ai vu faire, je t'ai laissé faire, j'ai pas, voilà. Et en fait, un beau jour, alors que le prévisionnel est fini, on discute et qu'il a plus de cheveux et tout. Mais en faisant, il a toujours des cheveux. Mais en gros, il me dit, ouais, et tout, le prévisionnel. Je lui dis, ah, mais tu sais, moi, le prévisionnel, je sais le faire. Hein. J'ai l'habitude d'en faire, en vrai. Il me dit, quoi, t'es sérieux? Je lui dis, bah oui, je suis sérieux. Il me dit, mais pourquoi tu m'as pas dit? J'ai galéré pendant plusieurs mois. J'ai dit, non, mais c'est parce que j'ai un peu oublié. Ça fait longtemps à l'école, quand même. Enfin, longtemps, ça fait au moins 5-6 ans, je dirais. Donc, ça m'est un peu sorti de la tête. Mais si je me remets sur mes cours, pas de problème. Et en fait, comme on a un expert comptable qui nous accompagne et avec qui on est proche, c'est un ami d'ailleurs, et on s'est vu par rapport à un sujet et on lui parlait du prévisionnel. Et Mathieu me surprend en train de parler avec l'expert comptable. Et en fait, on parlait le même langage, lui et moi. Et Mathieu, il nous regardait d'un air, putain, vous êtes sérieux? De quoi vous parlez? Non, et moi, je lui disais, ouais, le BFR, le FRN. Non. C'était ça, non? Presque ça. Ouais. Mais tu l'as un peu enjolivé. Oh, C'est un peu enjolivé. non. Tu m'as laissé galérer. Ça, j'aime bien insister. Tu m'as laissé galérer. Non, ça, j'ai reconnu, ça. J'ai reconnu. Oui, c'est pour ça que je dis, j'insiste dessus. Donc, je disais, tu m'as laissé galérer. Je rigole. En vrai, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Et in fine, je regrette pas. C'était mon but. Derrière. Non, je plaisante. Bah, donc, et du coup, ce jour-là, avec l'expert comptable, avec petite dédicace à Lamso Miko Mike. Ouais, c'est ça. Lamso Miko Mike. Lams. Oui, en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il sortait des explications et toi, tu confirmais. Tu me prenais ces mots, ces termes. Tu étais force de proposition. Tu disais, ah ouais, peut-être qu'on veut faire ci, peut-être qu'on veut faire ça. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, regarde ci. Et tu vois, il répondait. Mais bien sûr, c'était pas n'importe quoi. Je disais pas n'importe quoi. Mais grave. Je dis, mais attends, mais il est sérieux, le mec, là. Je dis, le mec, il s'y connaît aussi bien dans le prévisionnel. Il me laisse faire des nuits blanches dessus. Quand je lui présente, il dit, ouais, ça a l'air pas mal. Ben, c'est ok, bon, bah, on est bon, là. Et quand il y a Lams, on dit, ah ouais, peut-être que vous pouvez rajouter ça. Ah, moi, j'aurais fait ça. Ah, bah, et toi, t'es force de proposition. T'es d'accord avec lui. Je dis, mais t'es où quand je le vois? Franchement, comme on dit en anglais, je vais essayer de bien mettre mon accent anglais. My bad. Pas mon lit, hein. My bad. Bad, B-A-D, tu vois. Enfin bref, revenons plus sérieusement. Le prévisionnel, sujet ultra important. Ouais. Parce qu'en gros, c'est ce sur quoi tu es challengé directement pour la fiabilité, la viabilité de ton projet. Exact. Parce que tu peux avoir un très beau projet. Il y a plein de gens qui ont des beaux projets. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et au contraire. Mais si ton prévisionnel ne suit pas, ne corrobore pas tes propos, tes objectifs, tes objectifs, ce que tu vas atteindre en chiffre d'affaires annuel ou mensuel selon comment tu fais ton business plan, bah tout tombe à l'eau en fait. Exactement. Ouais. Et donc du coup, il faut être sûr de ce que tu présentes, de ce que tu mets en chiffres, de ce que tu prévois. Voilà. Ouais, c'est perspective d'évolution. Ton prévisionnel, c'est ta roadmap. Exactement. Et ta roadmap, tu peux être très pessimiste, tu peux être très optimiste. Mais si elle colle pas au marché, ça sert à rien du tout. C'est ça. Donc ça va être le gage de crédibilité que tu vas avoir en face de l'investisseur pour montrer que tu maîtrises ton marché, que tu maîtrises ton business et que tu maîtrises ta vision. Exactement. Donc c'est hyper important. Et c'est pour ça que je disais que on a beaucoup rigolé dessus, mais que je regrette pas finalement d'avoir autant bossé dessus, parce que finalement je me retrouve à peu près au même niveau que vous et que je comprends le tenant et les aboutissants, tant que si on avait juste délégué, j'ai dit les chiffres c'est ça, les évolutions c'est ça, fais-moi un petit prévisionnel. Et d'ailleurs je suis challengé dessus et je dis attends, je passe un coup de fil. Ouais, c'est clair. Tu veux ma comptable va expliquer.
voilà. C'est clair. Non, c'est hyper important. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de recherche. Mais derrière, ça permet aussi de challenger ta propre idée. Je le disais dans un post que faire passer d'une idée à un projet, il fallait passer à l'action. Donc, faire ce truc-là, ça permet réellement d'avoir une meilleure idée, de challenger ton idée et de savoir si elle est vraiment viable et se confronter à toutes les problématiques à venir. Exactement. Donc, surtout, je pense bien que les gens qui veulent entreprendre ne négligeront pas cet aspect-là, mais vraiment, ne négligez pas. Vraiment. S'il y a le moindre doute, la moindre incapacité à justifier un chiffre, revérifiez votre truc et trouver les preuves et les sujets et l'explication plausible pour pouvoir répondre aux éventuelles questions. Exactement. Donc, une fois que le prévisionnel est fait, validé, là, on a un pitch, on a le prévisionnel, donc il faut mettre à l'épreuve ces sujets-là. Exactement. Donc, il faut les présenter. Tout ça dans le but final, c'est le sujet d'aujourd'hui, de lever des fonds. Mais pour pouvoir lever des fonds et aller toquer à la porte des investisseurs, toute personne, je vais dire ce mot-là, logique, va s'éprouver. Aujourd'hui, si moi je dis que je vais faire le marathon je ne sais où, je vais faire la Saint-Élion, je vais faire la Saint-Élion, courir 76 ou 78, je ne sais plus kilomètres, dans des dénivelés, etc., pour aller de Saint-Étienne à Lyon, du coup, de Lyon à Saint-Étienne, je vais m'entraîner. Logique. Je vais pas me lever alors que je cours pas du tout et allez hop, on y va, je fais 78 km, je pense qu'on va me retrouver dans un ravin ou autre, quoi. Donc, pareil pour le pitch deck et pour le prévisionnel, il faut les présenter, il faut les challenger, il faut en parler aux gens, il faut échanger sur ces sujets, les écouter, prendre leurs retours, leurs observations et challenger tout ça, quoi, grosso modo. Je pense qu'on peut leur expliquer un peu le but du pitch. Donc, on a parlé du pitch deck. Donc, du deck, donc c'est le document de présentation du projet que tu vas envoyer à un investisseur ou à un business angel pour qu'il puisse avoir tous les détails de ton projet. Donc, l'étude de marché, ta vision, ta solution, la problématique à laquelle tu veux répondre et tes besoins financiers. Avec une page, donc la page de compte de résultats de ton prévisionnel. Suite à ça, il cale un rendez-vous pour avoir plus d'informations. Où là, tu vas pouvoir lui pitcher réellement ton projet et où il va y avoir aussi une phase de questions-réponses pour entrer un peu plus en détail sur ton projet. Et donc, cette phase de pitch, c'est souvent, entre guillemets, la partie un peu la plus redoutée parce que c'est un exercice stressant pour certains, un exercice un peu plus facile pour d'autres, mais c'est là aussi où tu vas jouer, il y a la partie personnalité qui va rentrer en compte. Donc qui tu es en tant que fondateur, quelle équipe vous créez si vous avez un associé, quelle alchimie vous savez mettre en place, de quelle manière aussi vous communiquez, parce que votre capacité à vendre votre projet va aussi être mis à rude épreuve. Donc il y a tous ces aspects-là qui vont être challengés. Qui vont être challengés. Ça. Et donc, je pense que je me trompe pas en disant que toi comme moi, on est assez à l'aise dans cet exercice et on aime bien les prises de parole et mettre à l'aise l'interlocuteur. C'est ça. Et donc, voilà, on a créé un premier pitch sur lequel on a pas mal bossé. On a fait pas mal de répétitions l'un avec l'autre, chacun de son côté. Et donc, une fois le pitch préparé, même pas en parallèle de la préparation du pitch, en fait, on a commencé à préparer ce qu'on appelle le roadshow. C'est ça, le roadshow. Commencer à envoyer des lettres, des mails, etc., des contacts sur LinkedIn pour pouvoir rentrer en contact avec ces différents investisseurs ou business angels pour caler un rendez-vous. C'est ça. Et en fait, dans cet exercice-là, comme l'a dit Mathieu, il peut y avoir une sorte de pression parce qu'effectivement, on s'approche un peu de l'objectif. Si c'est pas la finalité, parce qu'en général, si tu as un rendez-vous et que ça se passe bien, tu en as un deuxième, tu en as peut-être un troisième, peut-être bien un quatrième. Après, il y aura toutes les autres étapes, exactement. etc. Exactement. Mais ça reste quand même la première étape de quelque chose qui peut aboutir. C'est ça. Donc, c'est l'entrée dans le concret. Exactement.
t'envoies un mail, t'as la personne qui te dit en gros, oui, écoutez, c'est bien intéressant, que diriez-vous qu'on en échange lors d'un entretien? Ah, ok, entretien pour mon projet, ou levée de fonds, oulala, on rentre dans le concret. Et donc du coup, c'est un exercice... nous, qu'on a trouvé plaisant, qu'on ait bien fait ou pas, on va rentrer dans le sujet après. Mais c'est vrai que sur les moments, en tout cas, on n'a pas été forcément mal à l'aise, on a bien discuté et autres. Et en tout cas, c'est un exercice que je souhaite à tout le monde. Ouais. Dans la réussite, bien sûr, mais l'exercice en lui-même, je le souhaite vraiment à tous ceux qui le veulent, quoi, qui l'espèrent. Ouais. Non, clairement. Et donc, du coup, début du roadshow, exactement. On s'adresse à qui? Petite parenthèse assez intéressante. Nous, donc on va y venir, hein, on s'est préparé jusqu'à notre maximum, entre guillemets. Tous les points sur lesquels on savait qu'on allait challenger, on les a préparés de fond en comble. Donc on y est allé prêt. Mais on sait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On sait que c'est notre première levée de fonds, notre premier pitch, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté et contacté des business angels et des fonds d'investissement qui n'étaient pas dans notre top list. C'est ça. C'est-à-dire, on a des business angels ou des fonds d'investissement qui nous intéressent réellement, avec qui on a vraiment envie d'aller lever des fonds et qu'on a vraiment envie d'être accompagné par ces acteurs-là. On les a pas contactés au début. Au début, on allait contacter des fonds d'investissement et des business angels qui étaient en dernier de notre liste pour pouvoir éprouver notre pitch, pour pouvoir faire un maximum d'erreurs sans... Je le répète encore une fois, c'est important, hein, on s'est très très bien préparé, mais on sait très bien qu'on va faire des erreurs. Bien sûr. Donc on allait prendre des fonds d'investissement et des business angels sur lesquels on savait qu'on allait un peu galérer, sur lesquels on allait devoir s'éprouver, etc. Avant d'aller chercher les fonds d'investissement et les business angels qu'on veut absolument avoir dans notre board. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, commence notre roadshow et on contacte les premiers qu'on contacte. Enfin, on a envoyé pas mal de mails. Une dizaine de mails. C'est ça. Et on commence à avoir vraiment des retours plutôt encourageants. Ouais. Parce que déjà, on a des retours. C'est ça. Exactement. Au début, notre première phase, on s'est dit, on va envoyer donc c'est du code mailing. Donc, on va éprouver plusieurs modèles de cold mailing. Et le premier sur lequel on a tablé, sur 10 mails envoyés, on a eu plus de 5 réponses. Ouais. Donc, on s'est dit, le code mailing, on est peut-être sur un bon, donc on va l'utiliser, on va l'éprouver jusqu'au bout. Et donc, 10 mails envoyés, 5 réponses. Donc, dans ces 5 réponses, 5-6 réponses. Ouais, 5-6 réponses. Sur ces 6 réponses, je crois qu'il y en a 4 de négatives. Donc, 2 qui disent que c'est trop éloigné de leur investissement habituel. 2 autres qui disent qu'il faut d'abord... eux, ils financent les boîtes qui ont déjà réalisé au minimum 500 000, voire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça. Et il y en a 3 autres qui nous répondent positivement. Parmi ces 3-là, il y en a une, 3 ou 2. C'était 2, mais une qui avait 2 fonctions différentes. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait... C'est ça. 3. Donc en fait, grosso modo, c'est 2. L'une, c'est la Caisse des dépôts. C'est ça. Et l'autre, c'est le fonds d'investissement Serena Venture. C'est ça. Exactement. Donc, 2 réponses positives qui trouvent notre projet et notre approche par rapport à la problématique intéressante et qui souhaitent en savoir plus et nous poser de plus amples questions pour comprendre à plus en détail ce qu'on fait, comment on répond au marché et voilà, qu'on puisse pitcher auprès d'eux. C'est ça. Et donc, du coup, le premier des 2 rendez-vous, c'était avec du coup, la Caisse des dépôts. Tout à fait. La Caisse des dépôts. Et comme lors de nos différents entretiens pour X ou Y raison, tout se passe bien. Ouais. En apparence, en tout cas, tout se passe très bien. Un bon échange, des rires. Notre interlocutrice est à l'aise. Nous aussi, on évoque vraiment tous les sujets. Et on a vraiment l'impression, et du coup, c'était une vraie impression réelle, que cette personne veut vraiment contribuer. Oui. La personne qu'on a en face, elle veut vraiment contribuer, sauf que la personne qu'on a en face n'est pas directement décisionnaire. Oui, c'est ça, ouais. Par rapport à notre volonté. C'est-à-dire c'est ce qu'on voulait faire, elle n'était pas décisionnaire pour ça. C'est ça. En fait,
donc elle était directrice de développement. Et en fait, la Caisse des dépôts ne finance pas directement les projets qui sont liés à du foncier. Et donc, par rapport à ça, elle avait connaissance que dans le service, il y avait d'autres interlocuteurs qui pouvaient être plus pertinents pour nous aider à financer du foncier. Et donc, elle nous a parlé du prêt copro dégradé, elle a parlé de CDC Habitat également. Et donc, elle a dit qu'elle pouvait plutôt nous rediriger vers ces interlocuteurs-là, parce qu'elle, à son niveau, elle ne peut pas nous aider dans le financement vu qu'il y a une grande part de foncier, quoi. C'est ça. Mais ce qui était très intéressant, c'est que elle avait lu notre pitch deck, elle avait lu du coup notre prévisionnel aussi, et que malgré qu'elle savait qu'elle n'était pas la bonne interlocutrice directe, elle savait par contre qu'elle avait les bons interlocuteurs près d'elle. Donc elle a tenu à nous rencontrer, tenu à ce qu'on échange pour valider ce qu'elle avait compris, et de ça, elle a validé qu'elle nous basculerait à d'autres personnes qui, selon elle, seront plus appropriées. Exactement. Donc c'était ultra positif. Et d'ailleurs, elle nous a fait le retour par mail, où elle nous a mis en contact avec 4 services différents, sur lesquels on va pouvoir les contacter. Il y a même les numéros de téléphone. C'est ça. Et donc voilà, le rendez-vous s'est super bien passé, on a très bien pitché, il y a un bon relationnel, elle était très impliquée. Elle nous a posé des questions pour mieux comprendre notre projet, pour pouvoir au mieux nous rediriger vers les meilleurs des services. C'est ça. C'est pas un véritable fonds d'investissement, la Caisse des dépôts. C'est plutôt un organisme bancaire. C'est ça. Ils proposent des prêts, des aides, mais ils font quand même, et ça il faut le savoir, des investissements. Ils prennent des parts dans des sociétés, ils font des investissements de ce type-là. Sachant que si je dis pas de bêtises, tu m'arrêtes, cet organisme est lié à la Banque des Territoires. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Et la Banque des Territoires, effectivement, comme l'a dit Mathieu, c'est un organisme qui investit directement dans des entreprises pour, en général, des projets à impact. Ouais. Même à 100%. À 100%. 100%. Donc, projet à impact, transition écologique, transition... je perds mes mots. En gros, ils investissent dans l'écologie, dans le transport, etc., dans le renouvelable, etc., etc. Voilà, donc ça, c'était le premier rendez-vous. C'est ça. Positif. Et donc, du coup, on a eu un deuxième rendez-vous. Avec Serena. Avec, du coup, un autre interlocuteur d'une autre société. Donc, Serena Venture Capital. Yeah. Affiliée, elle était Serena Venture Capital et Racine Carré. Ouais, elle était des deux fonds d'investissement. C'était chez Racine Carré, qui est rattaché à Serena. Donc en fait, Racine Carré, c'est le fonds à impact qui a investi dans les projets en seed. Voilà, donc, c'est ça. En gros, c'est les fonds à impact, donc c'est ils investissent dans des boîtes qui vont avoir un impact environnemental, et donc en seed, donc en amorçage, donc les boîtes qui sont au début de leur activité, qui ont besoin de fonds de roulement, qui ont besoin de fonds pour débuter leur activité commerciale, quoi. C'est ça, exactement. Et donc du coup, comme le premier entretien, nous on l'a plutôt bien senti. Ouais. En tout cas, dans l'échange, à la fin de l'échange, carrément, on a discuté Mathieu et moi, et on a plutôt bien senti l'échange. Et sur cet échange-là, on a eu la chance. Je fais un raccourci, mais tu reviens un peu en flashback ensuite. Ouais. On a eu la chance d'avoir un retour parce que on a eu la bonne idée de se filmer, parce que c'était en visio. On a eu la bonne idée de se filmer. Et donc, du coup, on a eu l'échange de nos accompagnateurs, c'est-à-dire Star Founders. Yeah. Et là, on s'est rendu compte de pas mal de choses. De pas mal de choses grâce à eux. Je laisse Mathieu faire un peu le flashback ou aller dans le vif du sujet. Yeah, c'est archi intéressant parce que vous l'écouterez dans le podcast les notions de l'échec. La notion de l'échec. On parle à un moment donné d'un rendez-vous important qui a lieu demain, etc. Et par exemple, voilà, on disait que on sait qu'on s'est préparé jusqu'à notre maximum et que même si on foire le rendez-vous et on dit bon, il n'y a pas de raison qu'on foire le rendez-vous, mais même si on foire le rendez-vous, on sait qu'on n'aura pas de regrets et que ça n'aura pas d'impact, on ne va pas être dégoûté parce qu'on sait qu'on s'est donné au maximum. C'est ça. Et c'est archi intéressant de pouvoir donner le retour d'XP. C'est ça. Quel retour. Mais quel retour. Comme Farah l'a dit, le rendez-vous s'est bien passé en apparence. Il y a eu, on va dire, 2 étapes. La première étape, c'est que Serena, elle a dit, bon, il n'y a pas de raison qu'on foire le rendez-vous. Et que même si on foire le rendez-vous, on sait qu'on n'aura pas de regrets et que ça n'aura pas d'impact, on ne va pas être dégoûté parce qu'on sait qu'on s'est donné au maximum. C'est ça. Et
on avait réponse à toutes les questions, on n'a pas galéré, il n'y avait pas forcément de problème. Oui, il n'y avait pas de... Et donc, on a enregistré le rendez-vous pour pouvoir avoir un retour de Star Founders. Et donc, du coup, lors d'un live, on a repris le rendez-vous. on a repris le rendez-vous. Et il s'est avéré qu'en fait, on s'est foiré, mais en beauté, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, comme le disait Mathieu au début de ce podcast, Star Founders, c'est vraiment je vais dire le mot, des spécialistes dans la levée de fonds dans leur domaine. Et donc, du coup, ils ont l'aisance de remarquer les points qui sont gênants ou qui sont pas assez poussés. Et honnêtement, on a beau être fier, être tout ce qu'on veut, mais honnêtement, c'était fait de manière tellement logique. Et il nous disait, vous voyez là, ce que vous avez dit là, je pense qu'elle va l'interpréter comme ça parce que ça veut dire si, ça. Il remettait play et elle interprétait comme ça. Il disait, merde. Exactement. On s'est rendu compte de plein de petites erreurs qui, a priori, pour nous, étaient anecdotiques. Mais en vérité, même pas des erreurs. C'est ça. Mais en vérité, c'est des faux pas. On faisait des faux pas, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Je vais donner un cas concret. Un exemple concret qui peut être utile. C'est pour ça que j'en parle. À un moment donné, même pas à un moment donné, au tout début de l'entretien, moi, malheureusement, en fait, il y a eu 2 liens qui ont été envoyés. Donc, il y a eu un premier lien Teams qui a été annulé et un deuxième lien Teams que je n'ai pas vu sur ma boîte mail pour X ou Y raison. Et en fait, moi, je me suis connecté 10-15 minutes avant sur le mauvais lien et j'attendais. J'avais eu Mathieu 5 minutes ou 10 minutes avant parce qu'on s'appelle toujours un peu avant pour voir dans quel mouvement on est. Est-ce que ça va? C'est bon? T'es prêt? Et tout. Allez, on se connecte, tout. Donc, Mathieu est connecté de son côté. Moi, je suis connecté de mon côté. On est en salle d'attente. Et en fait, je me dis, c'est bizarre quand même. Ils sont bien en retard, ceux qui nous attendent là. C'est avec qui on a un entretien. Moi, de mon côté, je commence l'entretien et je vois que Farah, il n'est pas dans la salle. Alors que je sais qu'il s'est connecté. Je dis, peut-être on n'a pas le même lien. Peut-être que... À un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'elle veut nous tester. Tu sais, elle va rentrer l'un après l'autre. J'ai dit, c'est chelou, tu vois. C'est ça. Alors qu'en vrai, j'étais juste pas sur le bon lien. Et donc, en fait, l'un des conseils, même si c'est logique, Star Founders n'avait pas cette info-là, et il n'avait pas l'info que j'étais connecté, mais en fait, pas sur le bon lien, bref. Mais en fait, un conseil qui en découlait, c'était vaut mieux être seul et faire le pitch seul, même si on a un associé, que l'associé arrive un peu en retard ou sur comme un cheveu sur la soupe. Salut tout le monde, désolé pour le retard. Ça fait toujours plus sérieux si la personne est seule et qu'elle explique tout simplement que mon associé il a un empêchement, que plutôt l'un soit là et l'autre soit un peu en retard. Voilà. Donc c'était une petite tips. Après on peut être d'accord ou non, hein. Moi clairement. Au début quand il l'a dit, je me suis dit il est dur quand même. J'étais là en fait, hein. J'étais juste. Mais bon, il avait pas forcément cette info là. Et d'un autre côté, j'ai compris aussi parce que je me suis dit, moi si je suis investisseur, et c'est une très belle phrase qu'il faut retenir, je trouve. L'investisseur, lui, il est là pour avoir toutes les bonnes raisons de vous dire non. Il est là pour vous dire non. Il a de l'argent, il veut pas. Il veut pas, il veut... Toi, pourquoi je te donnerais à toi? Non, attends, je vais pas te donner à toi. C'est ça. Parce que si, ça. Alors que si il a aucun moyen de vous dire non, il vous dira oui. Ça veut dire qu'il a toutes les raisons de dire oui. Exactement. Donc, en gros, c'est une raison. Aussi minime soit-elle, c'est une raison pour qu'un investisseur se dise « Oh là, ils sont pas très sérieux. Il y en a un qui était là et l'autre, il est arrivé en retard. » Pour X ou Y raison. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je referme la petite parenthèse. Non, c'est ultra pertinent. Et donc, en fait, le bilan de ce premier pitch, c'est qu'on a fait pas mal d'erreurs. Et ce que moi, j'aime bien dans ces erreurs-là, c'est que si on ne l'avait pas su... Comment dire ça c'est que maintenant qu'on le sait, on sait qu'on ne va pas les reproduire. C'est ça. Mais sans cette information-là, on aurait fait tous les autres pitchs exactement de la même manière. Exactement pareil. Donc, ce n'est pas des trucs sur lesquels on avait des doutes. On se disait, est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on fait ça? Ou des trucs qu'on savait et qu'on n'a pas exécuté. Parce qu'on a exécuté tout ce qu'on savait. C'est ça. C'était notre seuil d'incompétence. Et que maintenant, on a gagné en compétence par rapport à tous les retours qu'il nous a donnés. Et que sur les prochains pitchs, ce n'est pas des erreurs qu'on va réappliquer. Exactement. Et en fait, c'est ça que moi, je kiffe. Et donc, du coup, pour faire un peu le lien avec j'allais dire le pitch deck, n'importe quoi, le podcast sur la notion de l'échec, c'est qu'il n'y a aucun moyen de regretter ou d'avoir peur d'un échec
quand tu sais que tu as donné ton maximum C'est ça. et que tu prends l'information, ok, bah, tu as pris ta leçon sur ton échec, derrière tu recommences. Exactement. Il ne faut pas s'arrêter. Ce n'est pas une fin en soi d'échouer. Là, on n'a pas eu cet investissement-là. Mais écoutez, on rebondit. On rebondit. On va sur d'autres sujets, quoi. C'est pas un problème. On apprend on en rigole même. Le jour même, on en rigolait quand on a eu le retour de Star Founders. Donc, clairement, c'est pas une raison. Mais du coup, écoutez le podcast, la notion de l'échec, réécoutez-le. Comme ça, vous allez voir le lien. Exactement. Explicite. C'est ça. Et donc, voilà, pour rebondir sur notre rebondissement, nous, aujourd'hui, on a déjà repris le pitch deck pour ajouter une petite page un peu spéciale. On a redéfini et refait le pitch. C'est ça. On l'a refait, on a redéfini un peu notre pitch. Après, c'est du concret et du pratique. Donc, toutes les autres notions, on les a en tête, donc on saura les appliquer en temps voulu. On a même retravaillé un peu sur le prévisionnel. Au fur et à mesure des différents retours qu'on a, on se dit que par rapport au prévisionnel, on peut faire peut-être un modèle économique un peu plus intéressant, un peu plus duplicable, un peu plus scalable. Donc, ne serait-ce que ces petits échanges-là nous a déjà suffisamment challengé pour déjà faire améliorer notre projet. Donc, c'est à faire. Donc, n'hésitez vraiment pas. En vrai, il n'y a que la pratique qui permet de voir où vous en êtes et de savoir concrètement quels sont les points quels sont les points d'amélioration. Exactement. Tout simplement. Exactement. Donc, j'ai envie de te dire, après cet échec-là, next step. On en est à où? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on prépare? Eh ben, non, je rigole. Non, concrètement, on est sur notre lancée. On a contacté, on va contacter encore plus de VC et de business angel. VC et venture capital. Voilà, c'est ça, des fonds d'investissement. Donc, on en a contacté, on en contacte encore et on va en contacter parce qu'on s'est fait des listes de cow-boys de contacts. Donc, on a ce qu'il faut pour. On a, pour ceux qui ont écouté l'épisode 1, c'est-à-dire vous tous, j'espère, vous avez intérêt. On vous voit, on vous entend. Enfin, pour tous ceux qui ont écouté les premiers podcasts, donc vous savez très bien qu'on est dans l'immobilier, dans les passoires thermiques plus précisément. Donc on en visite de plus en plus, on trouve des biens incroyables. Donc franchement, on tombe sur des perles rares. Et des opportunités. Business incroyables. Donc on a encore plus faim. Et on n'a pas encore mangé. Donc j'ai envie de vous dire que quand on va manger là, j'espère que chacun aura son assiette parce que là, ça va être chaud. Ce sera de la voracité. Exactement. Donc voilà les next steps. On lâche rien. On est déjà en train d'éprouver le nouveau pitch deck, contacter de nouveaux BA, de nouveaux VC pour continuer à faire un maximum d'erreurs jusqu'à ce qu'on soit au top et qu'on puisse aller contacter les fonds d'investissement et les business angels avec qui on a réellement envie de travailler pour qu'on puisse tout de suite les closer et leur montrer qu'on est prêt. On est prêt, on est là et on attend que leur argent pour passer à un next step et faire développer le projet comme il se doit. Exactement. Et je pense qu'on va terminer sur cette belle citation. J'en ai une. Bon, il me voit avec le sourire, donc il sait que ça va être pas mal. Une expression africaine qui dit attends d'avoir traversé la rivière avant de dire que le crocodile a une sale gueule. Donc, on va attendre d'avoir traversé. Et quand on aura traversé, on pourra dire à ceux qui nous regardaient avec des têtes bizarres qu'ils avaient des têtes bizarres. Voilà. Mais en attendant, on est en train de traverser. Et c'est pas mal. Il y a des belles choses dans la vie. Belles choses. Donc voilà. Excellent, parfait. C'est le premier épisode de cette série Building Public, levée de fonds. On va vous donner un maximum de retours. Je pense que ce sera un épisode par mois qui sera dédié à notre avancée par rapport à la levée de fonds. Donc voilà, là, il y a eu toute la partie de préparation et le début du roadshow, le premier pitch. Et donc le mois prochain, même épisode, avec de nouveaux retours, notre avancée, où on en est, nos erreurs et comment on a rebondi à ces erreurs-là. Il y aura des épisodes jusqu'à ce qu'on lève les fonds. Exact. Et après, on pourra passer à la saison 2. Qu'est-ce qu'on a fait avec les fonds? Exact. Donc, suivez ça de très près. On
On n'est pas des lâcheurs, on n'a pas peur, on est déterminé. Donc, je pense que ça peut être une bonne source de motivation. Ouais. Donc, inspirez-vous, motivez-vous et lancez-vous. Yes. See you. Merci de nous avoir écoutés et restez branchés. Restez branchés. See you soon.